Bonjour à tous. En effet, je suis bien heureux d'être arrivé ici, malgré les chamboulements, les attentes. Mais c'est comme ça, en ce moment, il faut faire avec. De toute façon, on est tous dans ce cas-là. On fait avec et on essaye que tout se passe le mieux possible dans le meilleur des mondes. En effet, donc je vais vous présenter cette conférence sur la résilience, mais appliquée aux organisations. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept? On m'a déjà un petit peu présenté, mais je vous ai mis une petite présentation ici, peut-être un petit peu plus large, sur quelques numéros justement concernant les cahiers de résilience, qui est une revue que j'ai lancée en début d'année, qui se veut aussi bien professionnel que universitaire. Il y a un site qui a été développé qui s'appelle résilience-organisationnel.com, qui doit encore évoluer. Plusieurs ouvrages également sur le sujet. Donc moi, ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille sur la résilience organisationnelle. J'ai été nommé dernièrement comme référent principal sur le sujet à un niveau international, puisque je travaille également beaucoup avec, en effet, côté international, beaucoup de pays sur le développement de la résilience organisationnelle, aussi bien dans les concepts, dans les outils, avec tous les autres chercheurs qui peuvent exister. Voilà, donc ce qui me donne le lieu à pas mal me déplacer. Exemple, maintenant en allant sur le net, vous trouverez pas mal d'informations. Il y a le Congrès mondial de la résilience qui aura lieu au Cameroun en mai 2021. Ce congrès mondial devait déjà avoir lieu en 2020, mais suite, c'est bien au coronavirus. Du coup, il aura lieu en mai 2021. Donc ceux qui sont intéressés, éventuellement, pourront me contacter. En général, tous les 2 ans, on met en place un congrès mondial avec tous les acteurs de la résilience, ceux que vous connaissez, comme nos amis Cyrulnik, mais bien d'autres. Et il y a également des symposiums internationaux sur la résilience. Ça, c'est parmi les principaux congrès. Et j'ai une heureuse nouvelle, vous voyez, comme quoi, le fait de venir vous voir, ça m'a apporté une bonne nouvelle, puisque ce matin, on a validé, le conseil scientifique, la possibilité, j'avais proposé de soutenir une habilitation à diriger des recherches sur le domaine de la résilience organisationnelle qui était pour l'instant en attente, on va dire, administrative. Tout le côté travail avait déjà été effectué, mais il y a eu cette validation aujourd'hui, donc cette soutenance devrait se faire en janvier. Je vous le dis parce que c'est une première, bien sûr, dans la francophonie, d'avoir un travail sur ce domaine-là, une EHDR, donc qui portera sur la résilience organisationnelle et le masque glisse de temps en temps, et le contexte, à vrai dire, sur les environnements en contexte extrême. Vous en saurez plus de toute façon, soit en allant sur les différents sites, mais également, je vous ai mis plein d'informations en annexe de ce support. À la fin de ce support, vous pourrez trouver de nombreux liens, que ce soit des liens qui vont vers des différentes interviews que je fais, ou des liens qui sont sur des sites, avec également de nombreuses références bibliographiques. Notre programme, alors donc à la demande de... Moi je m'adapte, voilà, à la demande de Lila Benérab, les questions seront à la fin de cette présentation. La présentation dure à peu près 1h15, 1h30 environ, le temps de balayer justement ces 4 grands sujets que je vous ai proposés ici. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce processus de résilience des organisations? On connaît tous la résilience individuelle, collective, mais appliquée aux organisations, quelles sont les différentes distinctions entre ces 2 formes de résilience? Et aujourd'hui, même pour essayer de répondre, on parle beaucoup de résilience. On voit que la résilience organisationnelle, bien sûr, est basée sur des concepts. Je vais essayer également de vous parler de quelques-uns de ces concepts développés sur la résilience organisationnelle. En point numéro 2, on parlera de ressources. On a des ressources bien particulières qui participent au développement de la résilience, des ressources qui sont,
on va dire, constructeurs de résilience, autant pour leur structure, leur organisation que pour eux-mêmes. Les outils, aujourd'hui, on va dire que les travaux internationaux travaillent vraiment sur cet aspect de développement des outils, la mesure de la résilience organisationnelle. D'ailleurs, il y a Cerban Ionescu, qui est peut-être l'un des acteurs internationaux les plus importants au niveau de la résilience, qui a sorti en début d'année un ouvrage justement sur les outils de mesure de la résilience. Là, c'est plus sur les outils de mesure de la résilience individuelle et dans le domaine thérapeutique, psychiatrique, etc. Ce monsieur, on va dire, il a fait cet ouvrage avec de nombreux autres auteurs et il est intervenu dans plusieurs pays. C'est comme ça, on va dire, qu'ils ont sorti cet ouvrage qui reprend, on va dire, un ensemble d'outils qui existaient. Donc c'est une première, ce qu'il a fait. Voilà. Alors, comme je vous dis, aujourd'hui, en effet, vous allez par exemple au Canada, Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre, on travaille beaucoup avec les Anglais. On travaille aussi sur les outils pour mesurer la résilience organisationnelle, que ce soit pour essayer de comprendre les crises, des nouvelles crises, pour comprendre comment on pourrait agir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, et surtout être prévoyant éventuellement sur de nouvelles turbulences. Enfin, le numéro 4, en quatrième point, on parlera du management constructeur de résilience et des principaux gestes constructeurs de résilience qui pourraient mettre en place ce que l'on a pu observer depuis, à vrai dire, depuis que je développe ce travail sur la résilience organisationnelle. Donc le processus de résilience des organisations. Nos organisations, ils évoluent de plus en plus dans des contextes où les turbulences sont de plus en plus brutales, où les chocs s'accélèrent. Une organisation qui ne bouge pas, une organisation face à ce qu'on appelle l'entropie, c'est une organisation qui a toutes les chances malheureusement de disparaître. Donc de toute façon, les organisations sont obligées de se transformer, sont obligées de faire face à un monde brutal. On parle aujourd'hui d'un monde VUCA. VUCA, c'est vulnérable, incertain, complexe et ambigu. C'est-à-dire qu'avec le monde vulnérable, on a la notion d'imprévisibilité. Prenons notre exemple actuel, on est tous avec ça, l'exemple du Covid, du ou de là, masculin ou féminin, puisque apparemment on peut dire les deux aujourd'hui, c'était imprévisible. Ce qui était encore plus imprévisible, c'est que le monde pratiquement en entier se retrouve confiné. Ça, c'était que personne n'aurait imaginé ça. Pourtant, on travaille sur ces problématiques de danger, de risques de toutes sortes. Instable, Covid-2, Covid-3, Covid-4, il y a tout un tas d'informations qui viennent un peu dans tous les sens. Il y en a qui disent « Oh mon Dieu, c'est catastrophique, ça y est, on va se reconfiner ». Il y en a d'autres qui disent « Mais non, c'est qu'une toute petite grippe, vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien grave ». Donc, on voit bien que c'est complètement instable, multiple. Ça touche de nombreux domaines, cette crise. Ça touche déjà une crise humaine, mais une crise également hospitalière, une crise économique, une crise sociale, une crise politique, une crise internationale. Donc on voit que, et aujourd'hui, les crises qui se produisent sont des crises qui se jouent sur différents facteurs. Et enfin, flou. Malheureusement, face à ce qui se passe, on ne sait pas. Alors, on va se retrouver avec des concepts comme, par exemple, la résilience, que l'on développait depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai qu'avec cette crise, tout d'un coup, on a beaucoup parlé de résilience. Pourquoi ? Parce que la résilience, quelque part, apporte, vous allez voir à travers l'explication au fur et à mesure de cette conférence, apporte une nouvelle vision, un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir les choses. Tout d'un coup, l'individu n'est plus seul, mais devient collectif. Ici, on est dans une vision holistique.
c'est une transversalité entre chacun des services et c'est un travail en commun entre toutes les organisations. On le disait depuis longtemps, hein. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, mais simplement le phénomène d'avoir une crise amène, on verra tout à l'heure, un choc, et dans ce choc, il y a tout d'un coup un réveil des consciences. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, face à ces crises, face à cet environnement VUCA, il y a une notion de choc. Face à ça, il faut s'adapter. S'adapter et rebondir. Alors, on est complètement dans la définition même de la résilience. Faire face à un traumatisme et retricoter, pour reprendre les exemples donnés par Boris Cyrulnik, retricoter son existence, éventuellement par l'intermédiaire d'un tuteur de résilience, une personne qui va être là pour rebooster la personne. Donc, à partir du moment où on s'aperçoit que des crises sont présentes, où on s'aperçoit qu'il y a peut-être moyen de faire face à ces crises en tant qu'être humain, est-il possible justement d'appliquer ces concepts tout simplement aux organisations, en se disant, moi, le directeur de thèse me disait tout le temps, je n'ai jamais serré la main à une organisation. Ça veut dire qu'une organisation est faite de toute façon d'un ensemble d'individus. Donc derrière, il nous restera tout simplement à mettre en place les bonnes conditions pour l'émergence de la résilience. Et c'est ça le secret de la résilience organisationnelle, c'est la mise en place des conditions de résilience avant que la crise ne se produise. Alors vous allez me dire, il est fou, il n'y a pas de crise. Mais c'est là justement le mystère, vous voyez, de la résilience. On a eu de grandes discussions avec les acteurs de la résilience, soit organisationnelle ou individuelle, notre ami Cyrulnik, qui au départ disait la résilience, de toute façon, il y en a certains qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Jusqu'au jour où on a compris que, mais non, la résilience, toute personne est capable d'aptitudes résilientes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est clair que la résilience est un processus. Chaque individu, chaque système, quel qu'il soit, possède un cœur qui va permettre de faire naître et de faire émerger la résilience. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. À partir de ce moment-là, lorsque on peut deviner qu'une crise va se produire, si on travaille justement, ce qu'on dit, sur les signaux faibles, dans ce cas-là, il est peut-être possible de travailler à la préparation de la dite crise. Ici, on n'est pas dans une gestion de risque. Une gestion de risque va travailler justement où ce qu'on pourrait appeler la communication de crise va essayer de travailler lorsque la crise va venir. Le but, c'est de la faire disparaître. Non. La résilience organisationnelle va travailler sur la crise. On ne fait pas disparaître la crise. On va utiliser la crise comme moyen pour se dépasser, pour aller au-delà, justement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question avant, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Alors, quelques auteurs qui ont parlé de la résilience individuelle, je vous ai cité un petit peu par ordre Ruther, qui parlait de la résilience au niveau des individus au regard de l'auto-estime chez les personnes, ou bien une capacité à gérer des problèmes difficiles. C'est vrai que des individus qui se trouvent dans un état de résilience vont mettre en place ces capacités, voire souvent de nouvelles capacités. Garmezy, qui est considéré aujourd'hui, vous prenez, je vous ai mis le bouquin là, de Serge Tisseron, je connais bien, avec qui je travaille, dans son petit bouquin sur le que sais-je, sur la résilience, pour lui, on va dire, on pourrait parler de fondateur, parce que il n'y a pas vraiment de fondateur dans le concept de résilience, mais pour lui, le premier qui a vraiment donné les éléments de la résilience, une vraie définition de la résilience, c'est Garmezy. Garmezy, c'est la capacité au résultat d'une bonne adaptation en dépit des circonstances, des défis ou des menaces.
Et quels que soient les événements qui peuvent arriver, eh bien dans ce cas-là, l'individu va être capable de s'adapter, de faire face, de reconstruire, voire de rebondir. Cyrulnik, on est plus dans l'autonomie. Aujourd'hui, gros travail sur cette notion de processus. On doit à Boris Cyrulnik le fait d'avoir popularisé le terme de résilience. C'est ce qu'on lui doit aujourd'hui, et dans sa capacité, on va dire, surtout d'écriture, justement, avoir fait connaître ce terme aux yeux du plus grand nombre. Je le remercie, puisque mon dernier bouquin sur les toxic handlers, on parlera tout à l'heure, c'est grâce à Cyrulnik, il a été publié chez Odile Jacob. C'est ce qui permet de faire connaître les concepts au plus grand nombre. Alors, Van Incendaal, c'est pareil, il a beaucoup travaillé aussi sur la résilience. Alors, il a fait partie d'un cercle. Il faut savoir que dans le début des années 2000, on avait le Cercle international de la résilience. Vous aviez des gens comme Cyrulnik, Van Incendaal, moi, Marchandet, Jacques Lecomte, etc., qui commençaient, on va dire, à mettre en place les premiers éléments concernant la résilience. Et Weick, on lui doit beaucoup de choses, puisque Weick, c'est peut-être le premier qui a commencé à s'intéresser à des domaines un peu différents qui étaient autres que psychologiques. Le côté, par exemple, structure organisationnelle, l'aspect ingénierie. Et chez Weick, on lui doit surtout quelque chose, c'est la notion de sense-making. Ça veut dire qu'un individu, lorsqu'il est en crise, lorsqu'il est en trouble, il a une perte de sens. L'objectif sera justement de reconstruire et de remettre en place du sens, fabriquer du sens. Ça, c'est vraiment des concepts importants qu'on retrouve justement dans cette notion de résilience, surtout aujourd'hui, résilience organisationnelle. Et enfin, peut-être dernier point, dans les apports de ces chercheurs, c'est la notion de réseau, de lien. Un individu tout seul ne peut rien faire. L'individu va travailler avec d'autres, d'où cette notion de aujourd'hui qu'on met partout, co-création, collaboration, co-créativité, etc. On retrouve beaucoup cette notion de qui permet justement de faire travailler les individus ensemble, de créer du lien. On en arrive à la définition, donc à la résilience organisationnelle. Alors, la résilience organisationnelle, à vrai dire, le premier auteur qui en a parlé, c'est un certain monsieur qui s'appelle Malak, M-A-2-L-A-K, et ça date de 98-99, dans des publications où il a parlé justement qu'il serait intéressant de mettre en place la résilience au sein des organisations. Ensuite, on a eu un discours de Ban Ki-moon au sein de l'ONU, et ça, c'était en 2005. À partir de cette époque, ça a ouvert, on va dire, vraiment un axe important pour la recherche sur ce domaine de la résilience appliquée aux organisations. Quand on dit résilience organisationnelle, c'est aussi bien une résilience qui va toucher des entreprises qu'une résilience qui va toucher des institutions, des collectivités, des associations, etc. Partout, on va retrouver un ensemble d'individus avec des règles qui sont derrière, qui vont donc fabriquer une organisation. Donc, comprendre les comportements organisationnels en situation de turbulence. Comment ça va se passer, justement, lorsque une turbulence, lorsqu'une crise se présente? On essaye de comprendre les individus. La résilience fait partie d'un champ. On trouve ça dans les sciences de gestion, on parle du comportement organisationnel, où on va retrouver trois grandes notions, des individus qui vont travailler avec d'autres individus au sein d'une organisation. Vous voyez, individu, relation avec autrui et organisation. La résilience de l'individu, c'est la résilience individuelle. La résilience entre plusieurs personnes, on est dans une résilience collective. Et enfin, tous ces individus et ces groupes d'individus vont travailler au sein de structures qui vont créer des organisations en suivant des stratégies. Et là, on est sur une résilience organisationnelle. Le but, mise en place des conditions de résilience et développer surtout les compétences. On voit bien que, oui, on a une résilience propre aux structures organisationnelles, mais on a une résilience propre aux individus. Ça touche deux axes. J'insiste bien sur ces deux axes parce que
la vision de la résilience organisationnelle, si vous allez voir côté nos amis anglophones, que ce soit les côtés américains ou même nos Anglais, ou plus loin côté Nouvelle-Zélande, Australie, si vous regardez de ce côté-là, ils ont tendance à s'intéresser à une résilience organisationnelle qui est beaucoup plus axée sur l'organisation, la stratégie de l'organisation, la structure organisationnelle. On serait proche d'une résilience ingénierie, voyez. Alors qu'en France, je pense que c'est lié à nos acteurs de la résilience psychologique, en France, on s'intéresse beaucoup plus aux individus dans la résilience organisationnelle. Vous voyez, on est plus proche de qu'est-ce qui va se passer chez les individus. Mais les deux ont raison. Justement, je suis en train de faire un boulot en ce moment pour essayer de voir les apports francophones et les apports anglophones et se dire quelque part, de toute façon, c'est bien de s'intéresser aux individus, mais c'est bien aussi de s'intéresser à l'organisation pour vraiment comprendre la problématique même d'une résilience organisationnelle. Si on prend, alors, des outils, on parlait tout à l'heure d'outils, de mesures de la crise. Donc, la définition, aptitude d'une organisation à mettre en œuvre ses capacités de résilience avant la crise et à développer des ressources. Plusieurs résiliences, vous comprenez que du coup, on se retrouve avec différentes résiliences. Mais, quelque part, toutes ces résiliences, écologiques, économiques, structures, ingénierie, systèmes, etc., toutes ces résiliences forment un seul et unique élément. Et actuellement, on bosse sur ce qu'on pourrait appeler une théorie générale de la résilience. Au même titre qu'il y a une théorie générale des systèmes qui a été mise en place, on pourrait, pareil, avoir une théorie générale de la résilience. On le voit bien, dans notre crise actuelle, ce n'est pas qu'un seul élément qui est touché. Si on s'intéresse uniquement à l'individu, certains qui le proposent, non, c'est une erreur. Il faut s'intéresser à l'individu, il faut s'intéresser à l'économie, il faut s'intéresser aux soins, il faut s'intéresser aux structures, il faut s'intéresser aux différentes cultures, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans un endroit, qu'est-ce qui se passe dans un autre, etc. C'est de multiples facteurs qui vont vraiment créer une résilience organisationnelle. Chaque fois, quand j'interviens comme ça pour des services ou sur des séminaires, j'explique vraiment que mettre en place la résilience, ça consiste à mettre en place justement la résilience au sein de plusieurs éléments. La structure, le service, les procédures, le management, les individus, etc. Peut-être que vous connaissez dans vos métiers. Alors, on regarde bien, je vous ai dit, les deux grands éléments que l'on a, les individus, les organisations. Maintenant, il est intéressant d'aller voir au fond des individus et des organisations comment ça se passe. Là, il y a une notion, concept qui est développé, c'est la notion d'identité. Si on s'intéresse aux individus, alors honnêtement, quand j'avais commencé mon travail de thèse sur la résilience, mes premiers rapports, c'était sur la notion d'identité. Et j'étais parti dans les identités individuelles, personnelles, collectives, groupales, nationales, professionnelles. C'était une espèce de méli-mélo d'identité. Et à un moment, les personnes autour de moi qui me suivaient me disaient « Gilles, encéphalogramme plat, ça veut dire calme-toi. De toute façon, il y a tellement de théories sur ces domaines-là que tu vas te perdre. » Alors, on a par contre deux identités qui sont, je dirais, acceptées. C'est la notion d'identité individuelle et la notion d'identité personnelle. L'identité individuelle, c'est notre acquis. C'est le rôle que l'on va jouer dans l'existence. C'est notre rôle d'acteur. La sociologie des organisations parle justement des acteurs. C'est le rôle que l'on a avec les identités individuelles. L'identité individuelle est formée de trois éléments importants. Notre ami Maurice Thévenet, très connu en ressources humaines, qui parle bien de ça. Ces trois éléments, c'est la composante comportementale de l'individu. Premier élément. Le deuxième, c'est sa façon de penser, de réfléchir, de créer des représentations, la mémoire. C'est tout le système cognitif. Le troisième, ce sont ses émotions, ses sentiments,
c'est ce qu'il va ressentir, c'est la partie émotionnelle. Ces 3 éléments vont fabriquer l'identité de l'individu. Lorsqu'il y a une crise, qu'est-ce qui se passe? L'individu se trouve perturbé dans ces éléments. Imaginez, une crise arrive et dans son secteur professionnel, son comportement, tout d'un coup, « Ah, j'en ai marre, ça ne va plus !» Il s'énerve, ou bien il devient complètement enfermé sur lui-même. C'est sa composante comportementale. Son aptitude physique qui s'en trouve transformée. Et il va dire, ouais, de toute façon, je suis ici dans ce travail pour quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que je fais et aux études que j'ai pu suivre ou à ce que je sais faire. Ça, c'est sa partie cognitive. Et puis en phase finale, quand tout commence à vraiment à ne plus aller, il va dire de toute façon, j'en ai marre, j'aime plus, ça me plaît plus. Et là, c'est toute la partie émotionnelle. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on a des stress qui arrivent, une surcharge de stress, ces 3 éléments, on pourrait le dire, sont endommagés. Si malheureusement, ils sont beaucoup trop endommagés, dans ce cas-là, c'est le cœur de l'identité qui va être atteinte. Et le cœur de l'identité, on parle ici de l'identité personnelle. L'identité personnelle, c'est qui suis-je? C'est quelque part l'inné de l'individu. C'est avec quoi il vient. C'est ce qu'il est réellement. Les recherches, je vous disais, sur la résilience et le processus de la résilience, d'où elle vient, le processus de la résilience, justement, viendrait de cette identité personnelle. Lorsqu'on connaît aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont faits, par exemple, sur l'épuisement professionnel, sur le burn-out. L'épuisement professionnel, le burn-out, on dit bien brûler de l'intérieur. C'est tout simplement l'identité personnelle qui est atteinte. Donc on voit qu'ici, on a une déconstruction tout simplement des identités de l'individu. Donc lorsqu'il y a une crise, les identités individuelles et personnelles des individus sont atteintes. L'ensemble des identités. Vous prenez maintenant, on a dit qu'on a dans une organisation plusieurs individus qui travaillent ensemble. Donc vous prenez tous ces individus ensemble. La perception de l'ensemble de ces individus, donc de l'ensemble de toutes ces identités personnelles et individuelles. Ça va créer ce que l'on appelle l'identité organisationnelle. C'est ça l'identité organisationnelle. Et lorsqu'il y a une crise qui arrive, il faut bien comprendre que ce qui est d'abord touché, ce sont les identités. D'abord l'identité organisationnelle, puis l'identité individuelle et personnelle. L'identité organisationnelle est fabriquée de quoi? C'est ce que je vous ai mis sur le schéma avec stratégie, structure, management, culture. La stratégie, c'est ce que l'organisation décide de faire. Une usine de construction automobile, sa stratégie de construire des voitures, de voir pourquoi pas de nouvelles voitures et puis de vendre ces voitures. La SNCF, c'est de transporter les usagers dans les meilleures conditions afin qu'ils arrivent bien à l'heure, etc. Chaque organisation, quelle qu'elle soit, de toute façon, va avoir comme ça une stratégie pour le bienfait d'individus qui vont, on va dire, répondre aux attentes de cette organisation. La structure, c'est ce qui va permettre de constituer cette organisation. C'est les différentes entités, la production, le commerce, la fabrication, la distribution, les services généraux, les ressources humaines, l'informatique, etc. Ça, c'est la structure. Souvent, dans la structure, on va y coller des organigrammes. On parle beaucoup aujourd'hui de structure fonctionnelle, divisionnelle, et même dans les institutions, je le vois par exemple dans les collectivités, de matriciel, avec toutes les problématiques que ça peut créer derrière, justement, ces bouleversements et ces changements sur les structures. Le management représente les individus. C'est l'ensemble des individus. C'est Titi, c'est Toto. Chaque individu va donc avoir un rôle à jouer. On a ici des rôles et des responsabilités de la part de personnes. Et enfin, il y aura une notion de culture, la culture qui est propre à l'organisation. Donc, notre identité organisationnelle. Imaginez, une crise arrive, notre crise actuelle. Selon la maturité de l'organisation, je vous montrerai à la fin un modèle de maturité sur les organisations, selon la maturité de l'organisation, tout d'abord, on va essayer de changer de stratégie. On avait tel type de stratégie qui
c'était plutôt une stratégie américaine, du coup, on va changer de stratégie, on va aller mettre ça en place. On essaye, on s'aperçoit que malgré le changement, la mise en place de cette nouvelle stratégie, ça ne bouge pas. On va toucher aux structures, on va modifier les structures, on va casser tel service, telle entité, on va en fusionner 2, on va en retirer 3, bref, on bouge les structures. Puis on s'aperçoit que tout d'un coup, le fait de bouger les structures, ça ne fonctionne toujours pas, la crise est toujours présente. Dans ce cas-là, on va toucher aux individus, le management. Et là, éventuellement, dans certaines entreprises, toucher au management, ça va jusqu'à licencier certaines personnes lorsque les crises sont présentes. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Et si malheureusement, en phase finale, ça ne va toujours pas, c'est la culture qui est endommagée. Et là, malheureusement, lorsqu'il y a une crise au niveau de la culture, c'est l'organisation entière qui risque de prendre feu. Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce qui peut se passer au sein de toute l'organisation. Imaginez que cette organisation qui est en turbulence, mais ici en turbulence très brutale, en phase finale, qui c'est qui va subir les conséquences? Ce sont les individus. Ça veut dire qu'une crise d'identité organisationnelle va bien sûr refléter une crise d'identité individuelle, voire une crise d'identité personnelle. C'est un petit peu ce qui se produit actuellement avec nos problématiques du virus. Je vous parlais de la crise. Essayons un peu mieux maintenant de comprendre justement cette notion de crise. Je vous ai mis un petit schéma qui représente le cycle de vie de la crise. Alors, il faut savoir qu'une crise, on pourrait le diviser en 3 points. Un avant, un pendant, un après. Il y a eu un avant coronavirus, il y a un pendant, on y est, et il y aura un après. Ça, c'est sûr. Il faut savoir que, si vous regardez bien, on a plusieurs parties. Dans l'avant, on va avoir une amplification, puis la crise va monter, avec la notion de manifestation de la crise, et enfin, une détente et une rétention. Il y a de nombreuses années en arrière, centaines d'années, les manifestations des crises étaient moins violentes. Et il y avait beaucoup plus de temps pour se reposer entre 2 crises. Aujourd'hui, on constate que les crises sont de plus en plus violentes. Il suffit de regarder les crises économiques qui sont arrivées. On a parlé de crise systémique, avec la crise des subprimes, etc. Et surtout, le temps entre 2 crises est de plus en plus court. Résumé, la sinusoïdale de la crise, c'est on va dire une courbe qui va monter très haut avec une détente très courte. Ça, c'est une vraie problématique. Deuxième problématique que l'on constate aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsque la crise est dans sa manifestation, il y a d'autres crises qui s'enchevêtrent. Ça veut dire qu'on va retrouver des crises dans des crises. Imaginez une autre courbe au niveau de la manifestation. Voyez, c'est un petit peu ce que l'on voit actuellement. Voyez, on a une crise dans une crise. Quelque part, on est dans une crise générale, crise du coronavirus, mais on s'aperçoit que dans cette crise, on est en train de rentrer dans d'autres crises. Et malheureusement, dans ces autres crises, on va rentrer dans d'autres crises qui risquent d'avoir, par exemple, des crises sociales, des crises purement économiques, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir un enchevêtrement de crises qui sont appuyées sur une crise principale. Ça, c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Donc, maintenant, prenons le terme lui-même de crise. Alors, en chinois, on a un idéogramme qui est on parle de weiji. En chinois, le wei, c'est intéressant parce que quelque part, il indique un danger. C'est vrai qu'une crise, c'est un danger. Mais il ne faut pas voir toujours le côté danger. Oh mon Dieu, il faut s'en aller, il faut faire gaffe, il faut se protéger, attention. Non. Il y a un deuxième aspect, le J, justement, de l'idéogramme, qui est l'opportunité. Ça veut dire que de toute façon, une crise, quelle qu'elle soit, donne toujours une opportunité, une possibilité de se dépasser, une possibilité d'aller au-delà de sa condition. Quelques éléments proposés sur une définition de crise, un tournant dans un processus d'événements et d'action. Cette phrase
est importante, hein, cette notion de tournant. On voit que derrière une crise, il y a une bifurcation. Aujourd'hui, il y a des travaux faits justement sur ces notions de bifurcation. On appelle ça les turning points. Les turning points, plusieurs auteurs, dont moi, je propose d'analyser le cycle de vie de la crise, avant, pendant, après, avant que la crise ne se produise, en tant que turning point, c'est-à-dire en tant qu'élément de bifurcation. Est-ce qu'il n'y a pas un moment qui pourrait être détecté, par exemple, par des signaux faibles? Est-ce qu'il n'y a pas un moment précis dans lequel je pourrais agir? Un sens de l'urgence. Vous avez Kotter, un grand spécialiste, professeur à Harvard, lorsqu'il parle des problématiques de gestion du changement, de la résistance au changement, l'un des premiers éléments, c'est le sentiment d'urgence. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas remettre à demain. Il n'y a pas la procrastination. Hein, on parle bien aujourd'hui de ce truc de procrastination. Non, c'est aujourd'hui. Il faut agir tout de suite. On est dans le sentiment d'urgence. Mais le sentiment d'urgence, ça veut dire agir avant. Il ne faut pas attendre que la crise soit présente pour pouvoir agir. Si on agit quand c'est là, on est dans le feu, c'est du mode pompier. On est dans une gestion des incendies, pour ne pas dire incident. Mais c'est complètement ce qui se passe. Une menace pour les objectifs de ceux qui sont impliqués, bien évidemment. La crise remet en question l'après. Sibony parle justement entre l'avant et l'après, il y a un gros point d'interrogation. Une période durant laquelle la maîtrise des événements diminue. À partir de ce moment où, de toute façon, on se trouve dans le flou, lorsque la crise est présente, la stratégie qui était prévue au niveau organisationnel est remise totalement en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de revoir totalement les notions de management liées au leadership. Et on parle, il y a un terme qu'on utilise de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le leader transformationnel. Le leader transformationnel, c'est justement quelqu'un qui va apporter une vision de A à Z, mais qui va surtout suivre cette vision, quoi qu'il arrive, et il va fédérer un ensemble d'acteurs à sa vision. Et des changements de relations entre les participants, c'est le risque de la crise. Il y a bien sûr, chaque individu est humain avec ses comportements, et c'est là qu'on voit des dangers de conflit. Sur la partie droite, je vous ai mis la problématique du choc. Lorsque le choc se présente, il y a un effet de surprise. Que dois-je faire? Si on regarde bien, dans cette notion de choc, si on le décortique un peu, on s'aperçoit qu'il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est l'événement. Je dois réagir face à l'événement. Il peut y avoir des réactions très négatives, bien évidemment. La résilience aura plutôt tendance à dire choisissez des réactions qui seraient dites positives. Beaucoup de techniques de développement personnel apprennent à faire face à des chocs. Il y a par exemple ce qu'on appelle les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel, qui sont des techniques qui sont proposées pour faire face à des stress brutaux. Ça vient de l'aérospatiale et aujourd'hui, ce type de techniques sont enseignées au sein des organisations. Deuxième étape, je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que je sais déjà. Face au Covid, lorsque on s'est laissé surprendre en début d'année, c'est sûr que l'on était nettement moins préparé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt. Il y a encore des peurs qui existent, mais logiquement, ces peurs devraient s'atténuer parce que l'on est beaucoup plus prêt, parce qu'on en sait beaucoup plus. Troisième étape, cette fois-ci, on est dans une opération de changement. À partir du moment que j'ai réussi à m'ajuster, je vais pouvoir commencer à mettre en place le changement. Et donc, me changer moi-même et changer, bien évidemment, ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire, tout simplement, le fait, ça va être de créer de nouvelles modèles mentaux. Les modèles mentaux, ce sont des représentations. Qu'est-ce qui fait peur en général dans une crise? Une crise, il y a un choc. Et le choc, qu'est-ce qui se passe? Le choc, on a peur.
Et le but, justement, c'est d'essayer de dépasser cette peur, affronter le risque, ne plus craindre le risque, tout simplement pour pouvoir avancer. Et en général, il faut arriver à travailler sur une nouvelle représentation. On a, vous savez, en sciences de gestion, je travaille avec eux, ils ont justement relié la partie analyse, psychanalyse appliquée aux sciences de gestion, et on a travaillé ensemble justement sur cette partie-là avec la résilience. Et on s'aperçoit qu'il y a un vrai travail concernant les représentations. Vous avez Abric, par exemple, qui est un auteur spécifique justement sur le domaine des représentations. Il explique qu'une représentation, il y a un noyau central dans la représentation, qui serait assez proche de l'identité personnelle. Et lorsque quelque chose arrive, c'est ce noyau central qui est endommagé. L'objectif, justement, c'est d'essayer tout simplement de dépasser cette représentation. Il y a un petit exercice, par exemple, comme si j'avais un voile devant moi, et j'essaye de dépasser ce voile et aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière ce voile, afin justement de m'ouvrir à peut-être un inconnu pour moi, mais qui deviendra tout doucement connu et qui me permettra en tout cas d'avoir moins peur. Et donc de dépasser mes propres angoisses. Toute crise, quelle qu'il soit, justement, la problématique, c'est qu'elle porte en elle un ensemble de peurs et d'angoisses qui sont tout à fait normales. Mais il appartient à chaque personne, à chaque individu, à chaque organisation de dépasser ses propres angoisses. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire face et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place des bonnes conditions pour pouvoir avancer. Des ressources pour déployer la résilience, on va donc avoir un ensemble de personnes qui vont participer. On parle de ressources rares. Une ressource rare, un modèle qui s'appelle le modèle Vrio, c'est une ressource qui apporte de la valeur à l'organisation, qui va améliorer l'organisation elle-même, qui va aider à saisir de nouvelles opportunités, éventuellement travailler sur les menaces, etc. C'est une personne qui sera rare pour l'organisation. Tout le monde voudrait bien cette personne, mais malheureusement, il n'y en a qu'un seul. Elle est unique. On ne peut pas l'imiter. Mais le dernier point de ce modèle Vrio qui a été développé par Barnet, c'est la notion de O, c'est l'organisation. Ça veut dire qu'une organisation, ça va un petit peu avec ce qu'on disait juste avant, une organisation qui n'est pas prête à faire émerger une ressource rare, eh bien sûr, cette ressource rare ne pourra jamais faire son action. Ce qui met en place et donne aujourd'hui à réfléchir sur les nouvelles propositions qui sont faites sur les organisations, par exemple en intégrant les notions de responsabilité sociale ou sociétale des organisations. On parle beaucoup de la RSE, et appliquée au champ des organisations. C'est justement pour pouvoir aider les organisations à être peut-être plus éthiques, ouvertes par rapport à l'ensemble des individus qui gravitent autour des organisations, et donc de pouvoir faire monter et émerger des personnes ressources rares au sein de ces organisations. Je vous donne deux exemples qu'on développe depuis pas mal de temps au sein des organisations. Le premier, on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est la notion d'intrapreneur. Un intrapreneur, c'est une personne qui est un entrepreneur, mais qui est salarié d'une organisation. Ça, c'est sa particularité. Grande force de l'intrapreneur, c'est un créateur d'offres. C'est quelqu'un qui va catalyser autour de lui. Vous voyez, il a beaucoup de charisme. Ce sont des personnes qui ont en général une grande compétence technologique, une grande gestion du risque. Ils sont sûrs de ce qu'ils font. Il faut dire qu'en général, ce sont des personnes qui ont des grandes expériences, une longue expérience, grande confiance en eux, une capacité à mener à bien un projet. Ces intrapreneurs, on les trouve de plus en plus. J'interviens donc pour l'INED depuis 5 ans. On parle des intrapreneurs. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui jouent ce rôle d'intrapreneur au sein de collectivités. On le trouve dans les entreprises. Je viens moi-même, j'ai travaillé pendant de longues années pour le groupe Capgemini et les grandes entreprises. On avait d'ailleurs travaillé sur mise en place d'un service d'intrapreneurs.
on s'aperçoit que ces personnes sont vraiment essentielles. On a eu dernièrement une table ronde qui avait été proposée à Dauphine, où j'étais invité comme spécialiste, comme chercheur sur ces sujets-là. Et il y avait des personnes sur cette table ronde, et vous aviez par exemple un intrapreneur de chez Renault. C'était l'intrapreneur, quelqu'un qui avait mis en place le service d'entrepreneuriat. Alors c'est vraiment des ressources qui sont là pour innover. Ils agissent de manière surprenante, étonnante. Ils ne sont pas très logiques dans ce qu'ils font, pas très rationnels. Ils fonctionnent beaucoup avec l'imagination, l'intuition. Des fois je dis, ils ne sont pas dans la linéarité, mais ils fonctionnent dans la non-linéarité. C'est-à-dire que tout est un petit peu décousu chez ces personnes, mais en même temps, on s'aperçoit qu'en phase finale, il y a une vraie création. Vous voyez, il y a quelque chose qui est réellement mis en place. On trouve de telles personnes dans de nombreuses organisations, quelles qu'elles soient. Bien évidemment, ces types d'individus, d'intrapreneurs, ce sont des individus qui sont capables de porter la résilience, non seulement de la porter, mais de la transmettre. Et ils le font d'eux-mêmes. C'est presque quelque chose qui est inné chez ces personnes-là. Deuxième forme. Alors, deuxième forme que j'ai travaillé depuis maintenant de nombreuses années, si vous saurez taper le nom Toxic-Handler, vous verrez Gilles Tonneau là-dessus. Maintenant, je tiens à souligner, ce n'est pas moi l'inventeur de ce concept Toxic-Handler. Il a été développé à l'origine par un Américain à l'université de Michigan, qui était Peter Frost. Et moi, à l'époque, quand j'intervenais pour CAPS, Gemini, c'est tous les clients, c'est le CAC 40. Et là-dedans, j'étais consultant, manager pour tout ce qui était conduite du changement, stratégie, transformation organisationnelle, etc. Face à toutes ces organisations, beaucoup en difficulté, j'avais constaté que déjà, c'est les individus qui étaient en souffrance, d'où ensuite, c'était logique d'appliquer ça avec la résilience organisationnelle. Mais surtout, j'avais constaté qu'il y avait des individus qui étaient capables de prendre les souffrances de leurs collègues sur eux-mêmes, d'absorber les souffrances. C'est comme ça qu'à cette époque, je suis tombé en échange, en contact avec l'Université de Michigan et avec les personnes qui travaillaient sur ce sujet de Toxic-Handler. Malheureusement, c'est en 2002, vous voyez, en 2002, Peter Frost venait de décéder. Il y a eu un bouquin qui s'appelait Toxic Hero qui avait été publié. J'ai donc décidé avec les chercheurs de Michigan de reprendre le concept et de développer le concept. Donc c'est ce que je fais. Il y a l'année dernière, beaucoup d'apports qui ont été faits. L'année dernière, il y a eu un bouquin qui est paru sur justement ce concept chez Odile Jacob, et on continue encore à le développer. Alors, cette personne, on va dire que ce sont les clés de nos organisations. Et je dirais même plus, les Toxic-Handlers sont les ressources rares qui permettent de mettre en place justement la résilience organisationnelle. Les clés, c'est la notion de confiance. Confiance en eux. Ils n'ont pas du tout peur du changement. Savoir s'engager, vous voyez, dans l'action sans être sur le registre du pouvoir personnel. Le L, c'est la notion de lien. Ils vont créer du lien, ils vont créer des échanges avec autrui. Ils développent une attitude de douceur dans leurs relations. Il y a également une capacité d'empathie et d'écoute. C'est un petit peu une nuance que l'on peut faire entre les Toxic-Handlers et les intrapreneurs. Les Toxic-Handlers sont beaucoup plus axés sur le champ des émotions, à la différence de nos intrapreneurs. Et enfin, ils ont cette capacité à donner du sens avec une culture de visionnaire. On a constaté qu'il y avait 3 formes possibles de Toxic-Handlers. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les porteurs de confiance. Je donne en général une petite allégorie pour expliquer justement cette notion des porteurs de confiance. Imaginez une plage et vous avez donc une mer qui est assez agitée. Une personne se trouve sur cette plage. Il y a quelqu'un dans l'eau qui est en train de se noyer.
la personne qui est sur cette plage va aller dans l'eau, il va mettre les pieds dans l'eau, mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Si ça devient beaucoup trop brutal, il va se protéger. On retrouve dans cette caractéristique du porteur de confiance deux typologies. Une typologie chez certaines personnes qui sont assez directives et d'autres qui seraient dans le champ de l'expertise. On a un exemple, par exemple, qui était Steve Jobs. C'est totalement ce type de personne. Vous voyez, on a plusieurs personnes qui ont justement cette caractéristique. Maintenant, ils ont quand même cette attitude de donner de la confiance, d'apporter de la confiance, parce que déjà, ils ont une grande confiance en eux, confiance éventuellement en l'autre, confiance en l'organisation, au système, etc. Ils ont développé cette confiance. Mais, en cas de crise, ils vont se protéger. À la différence du deuxième forme. La deuxième forme, le porteur de souffrance, on est plus sur quelqu'un qui, imaginez cette même plage, il voit toujours cette personne qui est en train de se noyer, il va aller dans l'eau, il va aller sauver cette personne, peu importe la marée, peu importe les vagues qu'il y a, il va quand même y aller, au risque de se noyer. Alors ça, c'est le toxic handler par excellence, qui a été traduit par, vous voyez, générateur de bienveillance, on pourrait appeler porteur de souffrance, absorbeur d'angoisse, etc. Il y a plusieurs appellations possibles. Quoi qu'il en soit, le danger, ce sont des personnes qui se mettent vraiment en péril. J'en ai rencontré plein, puisque mon travail de thèse portait spécifiquement sur ces personnes, justement. Et dans chaque organisation, on en trouve. Maintenant, on s'aperçoit que des toxic handlers, porteurs de confiance ou porteurs de souffrance, ou même porteurs de compassion, on ne les trouve pas uniquement dans les organisations. On peut les trouver aussi dans la vie de tous les jours, dans la famille. Chaque personne peut se retrouver un jour toxic handler, quel que soit le type. Mais il peut se retrouver un jour toxic handler. Une mère par rapport à son enfant, etc. Vous voyez, ou un mari par rapport à sa femme. Voilà. On s'aperçoit qu'on a aussi bien des hommes que des femmes. Les âges, c'est pareil. Au début, on pensait, dans les premiers travaux, que c'était dans le monde des organisations, que c'était plus des seniors, etc., et des hommes. Non, 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 pas du tout. C'est justement, on en trouve partout. Hein. Et enfin, le troisième, donc le porteur de compassion. Alors, le porteur de compassion, si vous voulez, sur cette même plage, avec cette même mer, l'avantage, c'est qu'il sait nager. Tout simplement, il a appris à nager. C'est quelqu'un, soit il a appris à nager, soit il est né comme ça. Donc on a des personnes comme ça qui ont des capacités, on va dire, très particulières, parce qu'éventuellement ils les ont développées, ou voilà, ils sont nés comme ça, mais en tout cas, ces capacités vont être capables d'aider autrui. La notion d'empowerment, on retrouve bien sûr tout ce qui tourne autour du coaching, et à un niveau extrême, on aurait la notion de guide. C'est tout simplement des personnes qui vont être capables de guider les autres. On a quelques exemples comme ça, des abbés Pierre, des sœurs Emmanuel, des Gandhi, etc. Ce sont des exemples, on va dire, extrêmes de type porteur de compassion, mais il y en a, bien sûr, pas à ces niveaux extrêmes que l'on peut rencontrer. J'avais comme ça rencontré une personne, c'était pour une association importante dans le monde des projets qui avait de grosses difficultés. Et cette personne, c'était une femme, qui avait, je ne sais pas, peut-être pas loin de la soixantaine, qui était à la tête de cette association. Il y avait plusieurs personnes qui étaient derrière. Et ce qui se passait, c'était un petit peu injuste, quelque part. Et cette femme, en plus, venait de perdre son mari, pour vous dire, elle est passée par des épreuves très difficiles, et elle était atteinte d'un cancer. Mais elle a eu une capacité extraordinaire, une force intérieure qu'elle avait réussi à développer, assez exceptionnelle. Elle me racontait, par exemple, quand j'allais dans les bureaux de l'association, il fallait monter 3-4 étages, il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait les monter à pied. Elle me disait, à chaque étage, je m'arrêtais, je soufflais, parce que mon but qui était important pour moi, c'était lorsque j'arrivais
dans les bureaux, c'est que tout le monde me voie bien. Comme ça, que je puisse justement apporter tout simplement de l'envie, voilà, on continue, on va y arriver, gardons espoir. Vous voyez ? Et c'est incroyable parce que cette personne a vraiment été un guide, en effet, pour les personnes et cette association. Et en phase finale, ça s'est bien fini, puisque de toute façon, ils ont fini par gagner. Et je trouve que c'était admirable. Mais vous voyez, c'est sûr qu'autour de nous, des fois, autour de groupes restreints, on pose bien sûr, mais c'est sûr qu'il y a des personnes où vous-même, vous avez peut-être agi un jour comme ça, de cette manière-là. Ce qui est important, chez ces porteurs de compassion, on s'aperçoit que chez ces personnes, de temps en temps, il y a justement une ouverture à autre chose, avec des capacités justement qui sont au-delà de ce que l'individu sera capable de faire en temps normal. Cette femme, si vous voulez, elle a complètement dépassé sa condition ordinaire et elle était capable de développer des choses incroyables. Ça, c'est tout simplement le fameux processus de la résilience qui va permettre ça, qui tout simplement permet de développer des compétences, des capacités qui sont comportementales, physiques, moins de sommeil, mieux dormir, meilleure résistance face à des problématiques de santé, etc. Des capacités qui seraient cognitives, meilleure capacité d'apprentissage, de mémorisation, bref, d'innovation, et meilleure capacité sentimentale, émotionnelle, que ce soit dans le domaine artistique ou autre. On a, Boris Cyrulnik lui-même, à travers ses ouvrages, donne de nombreux exemples de personnes qui ont développé de telles compétences et de telles capacités. Point 3. Nos individus, ressources rares, vous avez compris, on pourrait parler d'autres ressources, je suis sûr que si on faisait le tour, vous m'en donneriez d'autres, mais on va retrouver certains leaders, par exemple, certains managers extraordinaires qui vont jouer ce rôle tout simplement de ressources rares. Ces personnes, on va les retrouver dans des cellules et ils vont utiliser un ensemble d'outils. Les cellules de résilience. Alors, on a proposé de mettre en place ces cellules. Donc, tout le monde connaît bien les cellules de crise qui vont agir par rapport à la crise. Mettre en place ce qu'on appelle le fameux PCA, le plan de continuité d'activité, voire un plan de reprise d'activité, mais il était intéressant justement de se dire, et avant la crise, n'est-il pas bien de mettre en place justement une cellule qui serait une cellule de résilience qui va jouer avant la crise? Objectif, j'ai mis ici quelques points importants, anticiper la crise en relevant les signaux avant-coureurs. J'en ai parlé tout à l'heure, des signaux faibles. Exemple d'un signal faible, j'ai un centre d'appel. On sait bien que c'est des métiers difficiles, des centres d'appel, de centres de renseignement, etc., centres de contact. J'ai toujours un petit peu d'absentéisme, 5%, 7%, 8%. Mais tout d'un coup, l'absentéisme de ce centre d'appel passe à 15 ou 20%. Ça, c'est un signal faible. Vous voyez ? Le signal faible, c'est une modification sur le fonctionnement normal, ordinairement. C'est comme ça qu'on va détecter justement que quelque chose ne va pas bien. On va s'intéresser. Aujourd'hui, vous avez par exemple le groupe LESCA et le SCA qui s'intéresse beaucoup aux signaux faibles. Nous-mêmes, on est en train de développer des outils qui permettent justement d'analyser et de détecter les signaux faibles. Dans mon service, où sont les signaux faibles? Justement, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'ils sont sur, rappelez-vous, l'identité organisationnelle, sur la stratégie, la structure, le management, la culture? Est-ce qu'ils sont purement à un niveau identité individuelle, etc. Où se trouvent-ils? Évaluer l'importance de la crise et son retentissement. Les personnes vont travailler là-dessus, donc au sein de cette cellule de résilience, d'essayer de prévoir les conséquences, à court terme, moyen terme, des futures crises qui peuvent arriver, de suivre en temps réel son évolution, de pouvoir réagir, enfin de répondre aux différentes interrogations. Pour ça, ils vont utiliser un ensemble d'outils, c'est ce que je vous ai mis à droite, que ce soit des réseaux sociaux,
les journaux, des brevets, etc. Un ensemble d'outils, en tout cas, qui vont pouvoir les alerter sur qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu ce qu'on a fait, nous, pendant la crise du coronavirus. J'ai monté un groupe de travail, j'ai fait venir différents experts de droite et de gauche, et on était à l'écoute de toutes les problématiques. Mais moi, dès le mois de décembre, fin d'année dernière, je disais déjà, attention, il y a quelque chose qui est chaud, il y a quelque chose qui ne va pas bien. On voit qu'on est en train de rentrer dans une crise grave. Parce qu'il y avait de toute façon déjà des signaux faibles qui existaient, qu'on voyait, qu'il y avait déjà des choses qui se passaient. Ne serait-ce que des publications scientifiques sur justement ces problématiques qui existaient. Alors, il y a un projet qui est le projet Tenir, s'adapter, rebondir. Tenir, prenons l'exemple, face justement à cette crise actuelle. Le but, c'est d'essayer de tenir, c'est d'essayer justement d'y faire face. Ensuite, s'adapter par rapport à ce qui se passe. Et en phase finale, ça sera de rebondir. Donc si on prend la cellule de résilience, ça sera un espace d'intelligence collective. Donc, vous voyez, on va se retrouver avec plusieurs acteurs, qui est décloisonné. On n'est pas en mode silo. Chaque acteur, chaque service travaille ensemble au service de la résilience globale de l'organisation. Pendant toute la période où fonctionnement standard n'est pas possible. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos services. Que ce soit vos services, que ce soit des institutions, des collectivités, que ce soit des entreprises, on voit bien qu'un fonctionnement normal n'est pas possible. Une fonction, plusieurs fonctions. Donc on parle d'arène d'intelligence collective, on a une fonction prospective. Regard sur les risques, une analyse des risques. Pour ça, on a proposé d'utiliser par exemple un outil, c'est le PESTEL. Le PESTEL, c'est P-E-S-T-E-L. Alors, P, c'est les risques de type politique. Le E, c'est économique. Le S, c'est sociaux, les risques sociaux, les grèves SNCF, on les a vu ce que ça a donné pour nous, des grèves d'autres types de grèves, les gilets jaunes, par exemple, on était également dans du social ici. Le T, c'est technologique, tous les risques d'ordre technologique. Le E, c'est environnementaux. Et le L, c'est légal, les risques d'ordre juridique. Donc on s'intéresse bien évidemment dans cette veille à ces différents types de risques en suivant le PESTEL. Que ce soit à un niveau micro, que ce soit à un niveau méso, que ce soit à un niveau macro. Micro, c'est un niveau humain. Méso, c'est plus un niveau entreprise institutionnelle. Macro, c'est plus un niveau national. Et en même temps, en se posant les questions sur l'aléa des risques, probabilité du risque, proximité du risque, impact du risque. C'est les grandes questions qu'on peut se poser aujourd'hui face à cette crise du Covid. Quel est l'aléa du risque ? C'est sûr qu'il est bien plus faible par rapport en début d'année. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un ensemble, on parle de mitigation du risque, donc un ensemble d'éléments qui ont été mis en place, gestes barrières, des tests, etc., qui ont été mis en place afin d'atténuer et de faire diminuer le risque quand on en connaît beaucoup plus. Donc cette fonction de veille va travailler sur cette problématique. Une fonction de prospective, regard sur les risques, c'est ce qu'on a dit, une fonction articulation. Donc entre des champs qui sont souvent traités de façon disjointe. Alors la fonction articulation et irrigation, pour bien voir la distinction. L'articulation, c'est la notion du collaboratif. Je fais travailler mes différents acteurs ensemble. Tel service avec tel service, etc., comme si cela représentait un tout. Mais avec l'irrigation, on a la notion de holistique. Tous ensemble. Ça veut dire que tout le monde va travailler pour aller vers une pensée commune. C'est un objectif final, principal, justement, face à des hauts risques liés aux environnements VUCA. Une fonction de pilotage constitue le comité de pilotage du projet. C'est très important d'avoir ce type de fonction
qui va permettre justement de suivre ce qui est mis en place, afin de ne pas se perdre. De temps en temps, il est important qu'il y ait une fonction de pilotage qui soit présente et qui peut travailler. On parle avec une autre cellule, c'est la cellule transversale qui, elle, aura une visibilité sur l'ensemble des entités d'une organisation, que ce soit à un niveau opérationnel, tactique ou décisionnel, afin de remonter justement les différentes informations. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la conduite du changement. Conduite du changement qui va intégrer, par exemple, tout ce qui est du domaine de la communication et de la formation. Vous voyez, il y a vraiment ce suivi qui est mis en place. Une fonction de réflexion, où là, on va travailler bien sûr sur les éléments de l'identité organisationnelle, hein, afin d'élaborer des recommandations et de travailler avec des ressources. Recommandations par rapport à ce qui est constaté. Pour certaines organisations, le télétravail, c'était très bien. Pour d'autres, c'était moins bien. D'autres ont choisi le flex, c'est-à-dire moitié télétravail, moitié au bureau. Et on voit bien, selon l'organisation, selon la maturité, j'en reviens encore, selon la maturité de l'organisation, les recommandations, les propositions peuvent varier. J'ai fait quelques enquêtes justement sur le télétravail, j'ai fait un article là-dessus. Par exemple, il y a une personne que je connais qui est chargée de mission dans une mutuelle, une grande mutuelle, qui se retrouve en télétravail et par son boulot de chargée de mission, de com, etc., elle se retrouve dans de nombreuses réunions. Elle a jusqu'à 8 réunions par jour. Hein ? Ça doit peut-être parler à chacun, quelques-uns. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est complètement fou. Voilà. Et là, on s'aperçoit, le danger, c'est de tomber dans l'extrême. Hein ? Déjà, quand on est au bureau, on se retrouve avec de nombreuses réunions. Imaginez, quand c'est à distance, ce que ça peut passer, surtout qu'elle est partie prenante dans chacune des réunions. Ce n'est pas juste là pour faire acte de présence, pas du tout. C'est là qu'on voit qu'il y a une difficulté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est nouveau. Vous voyez ? On est justement sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. On ne sait pas comment le faire fonctionner. On connaît un peu le télétravail parce qu'on le faisait un peu avant, mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de nécessaire. C'est donc quelque chose de nouveau, quelque chose avec quoi on doit apprendre à travailler. L'outil qu'on a pu développer, c'est l'outil Miro. Cet outil, justement, qui a été proposé afin de travailler sur la mesure de la résilience organisationnelle. Donc, travail sur le cycle de vie de la crise. Alors, c'est un outil avec des questions, c'est du bidirectionnel, oui, non, et on l'a complètement informatisé. Ça permet d'avoir différentes informations. Une feuille de monitoring qui peut situer le moment de la crise. Est-ce qu'on est plus avant, plus pendant, plus après, qui peut situer l'élément de l'identité organisationnelle le plus touché, la structure, la stratégie, le management, la culture, et qui peut donner un ensemble de recommandations par rapport justement à ce qui va se passer. Enfin, la dernière feuille, la feuille de résultats, elle permet justement de proposer, de détecter certains signaux faibles sur lesquels il faudrait travailler. Donc ça, cet outil a bien sûr été mis en place et les questions ont été mises en place par rapport aux différents concepts de la résilience. Aujourd'hui, cet outil est très utilisé au sein des collectivités territoriales dans de nombreuses collectivités. Le management constructeur de résilience, on va dire que pour se préparer, anticiper quelque part la crise, on va avoir 5 principes qui seraient un principe lié sur la robustesse des acteurs. On parle d'une plateforme cognitive de représentation. Le premier, c'est l'évaluation à travers le retour d'expérience, les leçons apprises des erreurs. Le but, c'est, en dehors de la punition, c'est bien évidemment de travailler sur les erreurs,
de travailler avec les personnes afin qu'elles prennent toute confiance. Mais ça implique un échange parfait entre les différents acteurs de l'organisation. Le deuxième, on parle de Slack, c'est la notion d'arracher du temps au flux de l'activité pour innover. Malheureusement, dans de nombreuses organisations, de nombreux services, les services et les organisations ont tendance à travailler dans le rouge. Ils ne savent pas se poser. Comment passer de l'efficacité à l'efficience? L'efficience, c'est moins de coûts, moins de risques, moins de délais. Comment justement passer de l'un à l'autre? Le but, c'est de se poser. C'est le seul moyen pour mettre en place les conditions de résilience. Une organisation qui continue à fonctionner comme certaines actuellement dans le rouge, ben, ce n'est pas le bon choix. C'est une évidence. Du collectif, on en a parlé plusieurs fois, le fait de faire travailler tout le monde ensemble, donner du sens, hein, c'est l'intelligence collective, c'est apprendre chacun à travailler ensemble et à travailler ensemble au sein de l'organisation. L'immunisation, c'est-à-dire stimuler les capacités d'adaptation, passer de l'entropie à l'émergence, hein, stimuler chaque individu, c'est toute personne, à vrai dire, qui va participer à la mise en place de cette résilience organisationnelle. Et enfin, du STAP, une co-construction de management d'équipe misée sur le management de proximité. Donc là, je vous montre le modèle de maturité. Hein. On s'aperçoit que nos organisations ont 5 niveaux de maturité. Hein. Le système qui va subir les chocs, exemple le coronavirus, des petites organisations qui ont subi comme ça des chocs, hein, ont beaucoup de mal à s'en remettre. Robustesse, système qui reste indifférent au choc. Cette fois-ci, il y a quelques éléments qui ont été mis en place et notre organisation apprend à être robuste. Mais l'organisation qui commence à devenir résiliente, c'est lorsqu'elle atteint le niveau 3 de maturité. C'est un système qui revient à l'état initial, tout simplement parce que c'est une organisation qui a commencé à mettre en place, on va dire, des éléments de fonctionnement de la résilience au sein de son service, au sein de ces systèmes, soit par des cellules de résilience, soit en ayant travaillé sur les outils, soit en travaillant sur les acteurs, etc. Le niveau 4, on parle d'antifragilité, alors ça vient de Nassim Taleb, hein. C'est les systèmes qui vont bénéficier de chocs. Ça veut dire que j'apprends justement à travailler avec la crise. C'est ce que quelques organisations aujourd'hui essayent de faire face justement à notre coronavirus. Vous voyez, on pourrait dire que votre organisation, vous pouvez être un petit peu justement dans ce domaine, vous voyez, en se posant les questions face à ce qui se passe, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour pouvoir gérer au mieux la crise, la dite crise. Et enfin, le niveau 5, qui est un niveau où on parle de transition, c'est que c'est un système qui va se transformer dans sa globalité. Non seulement l'organisation se transforme, mais en même temps, elle se transforme avec les parties prenantes qui vont travailler avec elle. Ça, c'est la particularité quand même. Donc, 2 conditions requises pour atteindre le niveau supérieur de la maturité, c'est bien sûr la mise en œuvre des conditions de résilience et le niveau d'impact de la crise sur l'organisation. Quelque part, une crise va permettre à une organisation de monter en maturité parce que tout simplement, la crise, c'est comme au niveau humain, c'est pareil. Hein. Il y a un choc et le choc va réveiller certaines capacités au sein de cette organisation pour qu'elle puisse se dépasser elle-même. Enfin, le comportement résilient que chaque acteur essaye de posséder au sein d'une organisation, je vous ai mis des grands éléments, c'est le savoir-faire, la notion de confiance. Il y a un vrai travail sur cette notion de confiance. On va dire que c'est les 3 différents savoirs, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui va aider justement à ces individus à devenir résilients. Travailler sur ses erreurs, c'est la seule manière justement pour qu'une organisation puisse s'améliorer, et en d'autres termes, que des individus puissent s'améliorer. Travailler sur les erreurs, ça veut dire accepter ses erreurs. Accepter quelque part qu'on peut faire des erreurs. Bien évidemment, tout le monde peut faire des erreurs. Affronter la réalité. Il ne faut pas la fuir. Il ne faut pas dire, par exemple, non, de toute façon, coronavirus, mais non, jamais ça passera par moi.
Vous voyez, c'est aussi affronter la réalité en essayant toujours de trouver le juste milieu, le juste équilibre en chaque chose. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Ne pas avoir peur du tout, mais avoir peur un petit peu. Vous voyez, en chaque chose, justement, toujours trouver le juste milieu. L'écoute de soi-même, bien évidemment, mais c'est aussi l'écoute des personnes avec qui vous allez travailler. Fournissez des résultats. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la notion d'agilité. La notion d'agilité intègre en elle-même des résultats à court terme. La vision, c'est bien, mais il est important de découper cette vision en multiples petits lots afin de pouvoir apporter des résultats immédiats, des résultats visibles. Comment je peux transformer mon organisation? Comment je peux dépasser la résistance au changement en impliquant les personnes dans le changement, mais en même temps en montrant chez chaque personne qu'est-ce qui les touche personnellement dans le changement. Un individu acceptera le changement s'il comprend lui-même qu'est-ce que ça va lui apporter pour lui. Et là, on est sur l'amélioration des personnes, préciser les attentes et enfin tenir les engagements qui pourraient être donnés. Voilà, ça c'est les sources que je vous disais et des publications d'articles et d'ouvrages. Merci à vous.